OK. Oupsie! Mais je sais pas si tout ça, ça va fonctionner. Bonjour tout le monde. Allô? Bon samedi matin. On essaye des nouvelles choses ce matin à partir du logiciel qu'on utilise. Puis, ça fait 5 minutes que je gosse pour que ça fonctionne. Là, ça semble fonctionner. Ouais. OK. Live. OK. 25 secondes. OK. Tout marche? Je pense que oui. Oh my God, OK. C'est genre un peu stressant. La première fois, on a perdu des bouts d'audio. En tout cas, on apprend à chaque Ouais. semaine. Mais là, tout semble beau. Si je regarde rapidement, ouais, ça c'est beau. Mon micro fonctionne. Là. Yes. OK. OK. C'est parti. C'est ça qu'il faut. Une semaine sur deux, je suis terrorisée Mhm. de faire un live. Puis une autre semaine, c'est genre, on dirait que ça me donne plein d'énergie. Puis j'ai hâte de parler. Puis on dirait que de me replonger dans le sujet d'aujourd'hui, qui est le jeu libre, ça a vraiment fait du bien. Qui est au cœur de Renard, en fait, depuis vraiment longtemps, depuis le début. Vraiment longtemps. Puis on dirait que ça me rappelait, parce que ça fait des années qu'on s'intéresse à ce sujet-là, puis qu'on a tellement de références. Puis, tu sais, dernièrement, on a parlé de la maison, on a parlé d'autres choses, puis c'était pas toujours relié au jeu ou à l'apprentissage par le jeu, mais ça me rappelait les valeurs fondamentales qui étaient là au cœur de ma mère. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. On va explorer ça. Ce serait fun de commencer avec la question qu'on posait aux gens. En fait, c'est quoi votre jeu préféré quand vous étiez jeune? Toi? Moi, mon jeu préféré, je pense que les deux premières choses qui me viennent en tête, je sais pas lequel est en premier, mais un jeu que j'adorais, c'était faire des cabanes. Puis, avec des couvertes, tu sais, comme je me rappelle dans le sous-sol chez mes grands-parents, on avait plein de couvertes, puis il y avait comme un bureau, puis un divan, plein de choses, fait qu'on pouvait comme mettre une chaise, puis là, étendre des couvertes, puis là, faire une espèce de fort, ça, j'adorais ça. Ou chercher des bébites en dessous des roches. Ça, je me souviens l'avoir fait plein de fois quand j'étais petit. Dans ma cour, là, il y avait des spots là, où il y avait des bonnes roches pour les bébites, là, puis on les soulevait, puis là, on allait voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Ça, c'est des très bons souvenirs. Et toi? Moi, j'ai une histoire que je me rappelle d'un moment. C'est le sentiment, tu sais, d'être dans... Quand on parle du flow, quand on dirait que tu vis tellement le moment présent, puis t'es comme rempli de joie, là. J'en ai quelques-uns, mais un qui m'a marqué, c'était... c'est drôle parce que ma voisine, une de mes amies d'enfance, c'était sur la rue quand je suis née. Là, il y avait plusieurs familles sur la rue, puis elle aussi, elle s'en rappelle. Quand il pleuvait, on avait sorti des balais. Il y avait comme des gros, plus des balais industriels, là, comme larges. Là. Puis on balayait la rue pour créer des flaques géantes. Puis c'est tout. Genre, c'était comme... Ça, c'était un jeu. Ça, c'était le jeu. Puis je me rappelle parce que, tu sais, les rues d'asphalte, on connaissait chaque craque. Tu sais, devant certaines places, il y avait comme des trous. On savait où faire accumuler l'eau. En tout cas, on utilisait les lignes pour jouer au ballon chasseur. Mais tu sais, je me rappelle encore puis de l'odeur de l'asphalte mouillé. Puis, tu te souviens-tu de où ça avait commencé, ce jeu-là? Aucune idée. Aucune idée. J'ai vraiment pas souvenir que c'est un parent qui nous a dit voici, c'est un jeu. Voici les règles de ce jeu. Ouais, c'est ça. Il y avait comme juste pas de règles. Mais ce qui est drôle aussi, c'est la fin de semaine passée, on était dans ma famille à Laval pour la fête à mon père. Puis vers la fin de la soirée, il s'est mis à pleuvoir. Puis là, on rentrait à la maison chacun dans nos autos. Puis là, on sentait l'odeur de la pluie sur l'asphalte. Puis mon frère disait que Dominique, ma belle-sœur, pour elle, c'était pas un souvenir d'enfance parce qu'elle a grandi à Saint-Jean-de-Mata, dans le bois. Fait que pour elle, l'odeur de l'asphalte mouillée, ça veut rien dire. Genre. Puis j'étais là, c'est tellement vrai. Tu sais, c'est des associations qui se créent par des moments spéciaux. Puis nos sens sont très bons on dirait, à trigger des souvenirs, comme à nous rappeler certains souvenirs. Surtout quand ça a été des moments plaisants, j'ai l'impression. J'imagine des moments pas plaisants du tout, c'est bon pour trigger ça aussi, mais des moments qui nous ont marqués. D'autres jeux, c'est ma mère, elle nous faisait jouer à Fort Boyard. Puis elle avait comme un gros pot, elle accumulait les scènes noires dans le temps. C'est fou de penser que dans le temps qu'il y avait des scènes noires. Les scènes noires, ça. Puis elle les mettait sur un lit en haut. Puis le plus vite possible, il fallait juste toutes les amener en bas sur un autre lit, tu sais. Fait que c'est pas des pots avec des tarentules dedans, des choses comme ça. C'était juste la finale. J'aurais tellement pas joué. Le jeu aurait duré 1 seconde. Non, c'est ça. En tout cas, c'était cute. Fait que, c'est ça, on va essayer de distinguer comme le jeu libre versus le jeu dirigé ou l'apprentissage par le jeu. C'est comme des concepts légèrement différents.
Oui, mais cette question-là, elle est le fun. Puis, parce que on parle d'enfance, mais c'est d'actualité tout le long de la vie d'un humain, j'ai l'impression. Puis c'est ce qu'on a réalisé à travers Renard, je pense, de notre côté, là, que c'est des principes qui sont importants en jeune âge, mais qu'on a avantage à garder avec nous toute notre vie, en fait. Là. Absolument. Puis c'est comme quand j'ai redécouvert le jeu dans une perspective pour les enfants, parce que comme si vous nous suivez depuis un certain moment, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Renard a été fondé avec une maman initialement, moi et Priscilla Gibault, qui a fait un podcast avec nous dans le fond. Elle a 3 garçons, elle est comme super active. Elle a aussi une philosophie qui était proche de celle de nos parents, de nous laisser jouer librement. C'est assez propice à notre génération, en fait. Ouais. Des parents qui n'étaient pas nécessairement nos meilleurs amis puis qui jouaient avec nous, mais comme on avait des espaces puis on jouait dehors. Fait que quand j'ai redécouvert le jeu avec elle, quand on cherchait comment développer Renard, moi, c'est ces souvenirs-là qui sont revenus en moi. Puis j'ai réalisé, en fait, que cette émotion-là de joie, genre, m'habitait plus. C'est comme le mouvement, c'était plus associé à quelque chose d'agréable, c'était associé à une obligation ou à de la compétition ou à de l'excellence. Puis je me suis dit, OK, on va essayer de trouver des façons. C'est quelque chose de, comment dire, structuré, mais pas plaisant. Ouais. Parce que là, on parle de jeu libre, qui serait une espèce de... C'est la déstructure, si on veut, du jeu. Ouais. Mais il y a quand même l'aspect plaisir dedans. Oui, il y a des valeurs fondamentales. Mais on peut peut-être commencer. En fait, on peut dire c'est quoi le jeu. Ben oui, on peut définir c'est quoi, parce que là... qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est pas. Genre. Mais tu le décris en général, je sais pas si tu veux. J'aime ça lancer la balle. Ben oui. C'est... Je peux dire différentes facettes, en fait, du jeu libre. C'est autodirigé. C'est le fun. C'est mené par la curiosité. Puis c'est déstructuré. Oui, ben je pense que le fait que c'est autodirigé. Il y a une certaine structure, mais il n'y a pas une finalité d'imposer. Il n'y a pas d'objectif. Ouais. Ben, initialement. Je sais pas comment dire, mais tu sais, comme... Le jeu libre va souvent se structurer. C'est comme un enfant qui va inventer un jeu va structurer la chose, mais le point de départ, c'est pas des règles, c'est pas des... Oui. Pour donner un exemple concret, moi, ce qui m'a fait réaliser que c'est carrément une approche d'enseignement. Ah, Roxane! Allô, Roxane? Salut, on Roxane, allait justement parler du Lion et la Souris. Donc, Roxane travaille au Lion et la Souris, qui est un organisme dans notre quartier. C'est ça qui est assez fascinant. On a découvert cet organisme-là par une maman qui habite dans le Myland à Montréal, mais qu'on a rencontré à l'île du Prince-Édouard avec participation. Fait que nous, on faisait notre job d'animer des activités. Puis une famille, dans le fond, elle s'appelle Christina, était là avec ses 3 enfants. Puis moi, j'aimais jaser avec les parents pendant que les enfants... Vite, j'aimais jouer avec les enfants. Ils faisaient des courses de chaises roulantes, parce qu'on avait des chaises roulantes pour du tennis en chaises roulantes. Puis en tout cas, on montrait les sports. Des activités adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Exactement. En tout cas, fait que lui, pendant qu'il faisait ça, moi, je parlais avec la mère qui avait fait, je pense, un essai pour son doctorat sur le jeu libre. Puis elle avait... puis là, elle m'avait parlé du jeu libre. Puis j'avais lu sa mini-thèse de doctorat. Puis quand j'étais revenue à Montréal, je voulais vraiment rencontrer l'organisme. Fait que c'est quand même assez fascinant qu'à l'île du Prince-Édouard, j'ai rencontré une mère finalement qui habite à comme 20 minutes à pied de chez nous. Puis on est absolument tombé en amour avec le Lion et la Souris dès le départ. Fait que pour revenir à la définition du jeu libre, le Lion et la Souris font en tout cas, je ne sais pas le vocabulaire que je dois utiliser parce que je pense que ce n'est pas proprement, au niveau de la loi, une garderie, à moins que ça allait changer. Roxane, si tu nous écoutes, tu peux nous corriger si on dit des niaiseries. Mais dans le fond, ils font, on peut dire, comme des activités avec les enfants, puis des fois par enfant, des terrains d'aventure aussi éphémères. Dans le fond, leur approche, c'est dans un champ, le champ des possibles, qui est un espace urbain en train d'être qui est comme protégé puis qui va être renaturalisé. Il valorise beaucoup la biodiversité urbaine. Puis le lion, la souris a comme un container avec plein d'objets. Puis en journée, les enfants, dans le fond, ils jouent dans le terrain d'aventure. Fait que quand on parle de jeu libre, c'est que les enfants, ils se promènent puis ils se font pas... Il n'y a pas d'une programmation imposée qui dit à 10 heures chaque jour, on fait tel bricolage ou telle affaire. C'est comme les enfants jouent dans le parc puis les adultes
les observent puis interagissent avec eux puis les aident aux besoins, mais ils sont pas là pour leur dire quoi faire ou pas faire. Oui, ils sont là plus comme guide, mais avec une certaine distance. Là. On va donner des exemples tantôt. On a quelques exemples à vous montrer, là, mais c'est pour vous donner une image. C'est ça, c'est comme pour le champ des possibles, c'est un espace en nature. Il y a plein d'objets. Il peut y avoir de la peinture, il peut y avoir une échelle, il peut y avoir... des fois, même, il y en a qui vont loin qui amènent qui vont donner des petits couteaux. Des choses comme ça. Puis, faut mettre un bémol parce qu'il y a des outils. C'est là où l'adulte est important dans le truc. Là. Fait qu'il va y avoir des règles, mais en tout cas. J'aime ta description. Des planches, des couteaux. Peinture, couteau. Non, mais. Ben, plein d'objets différents. Puis souvent, c'est des objets qui sont pas fixes, qui sont pneus. mobiles, des pneus, des planches. Puis l'enfant est amené à utiliser ces objets-là pour faire des jeux. Ouais. Fait que pour s'amuser, en fait. Ouais. Sans règles. Il peut grimper aux arbres. Évidemment, comme l'adulte est là pour lui expliquer comment faire. D'ailleurs, si vous vous demandez comment grimper un arbre, parce que j'ai réalisé en parlant avec Margaret Fraser du Lion à la souris qui est venue au podcast aussi, elle a expliqué comment grimper un arbre et j'ai réalisé que je ne savais pas comment grimper un arbre. Fait encore une fois, l'adulte est là pour enlever les dangers, là, tu sais, comme ça reste un champ urbain. Fait que chaque matin, ils vont comme faire un tour de zinc, ils vont enlever s'il y a des objets coupants, des affaires comme ça. Mais pas de façon obsessive non plus. Non, c'est ça. Mais puis ils vont aussi donner des conseils à l'enfant pour que, mettons, il soit capable de grimper à l'arbre de manière sécuritaire. Mais, tu sais, pour la différence entre un jeu libre et un jeu dirigé, pour moi, c'est aussi simple que, tu sais, au lieu de dire aujourd'hui, on fait un bricolage nature, puis là, tu montres, mettons, l'enfant, il faut qu'il reproduise un arbre avec des feuilles, des vraies feuilles qu'il colle sur une feuille, puis dire voici ce qu'on doit accomplir. Puis que l'enfant, son rôle, c'est un peu de reproduire. C'est plus en fait, de mettre des papiers d'un bord, mettre des affaires. Puis si l'enfant, naturellement, se dirige vers le bricolage, ben ça va être ça. Sinon, s'il veut faire une pile de pneus, puis se cacher dans le trou, puis le faire tomber à terre, c'est aussi valide comme un jeu. Puis on posait la question, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Parce que Margaret, justement, c'est une question qu'elle pose dans ses ateliers sur le jeu libre aux adultes, pour leur rappeler que souvent, nos meilleurs souvenirs, il n'y avait pas un adulte au-dessus de nous qui nous disait quoi faire. Puis il n'y avait pas nécessairement de règles non plus. Ou tu sais, c'était pas les moments où on était plus dans le flow, disons, en tant qu'enfant, où on perdait la notion du temps puis qu'on s'amusait vraiment beaucoup. C'était rarement, mettons, ben là, j'assume que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, tu sais, j'ai joué au soccer vraiment longtemps, puis j'ai pas vraiment de partie de soccer qui m'a marqué tant que ça, ou tu sais, j'ai pas vraiment de jeux hyper structurés qui m'ont marqué, mais je me rappelle que j'ai fait des forts de neige. Je me rappelle que, justement, comme on disait tantôt, je cherchais des bébites en dessous des roches. C'est tous des trucs qui étaient plus menés par moi, par ma curiosité. Puis c'est là que les souvenirs sont vraiment marquants. Puis on veut pas non plus dire que les jeux structurés sont mauvais. Ils ont vraiment des bonnes facettes aussi. Mais là, c'est peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup d'emphases qui sont sur les jeux structurés. Puis on oublie un peu la notion du jeu libre. Qui est plus ramené, si on veut, mis de l'avant. Ou plus, avant, c'était même pas quelque chose qu'il fallait se rappeler. Il fallait même pas le nommer. Non, c'est ça. C'était juste là. Là, c'est parce qu'il y a une certaine carence de ça que là, on fait comme, OK, mais c'est ça, ces choses-là, ces souvenirs-là que moi j'ai, qu'on dirait qu'il y a certains, que peut-être la nouvelle génération de moins en moins, mais c'est quoi, puis comment on peut ramener ça, tu sais. C'est là que la notion du jeu libre, j'ai l'impression, commence à émerger dans les 10 dernières années? Je sais pas trop. 5 dernières années? Ça, je ne saurais pas. Ouais. Faudrait demander à nos experts. On a Maude. Maude qui a des couteaux. J'aime beaucoup les couteaux. mais le jeu risqué, c'est une forme de jeu. Fait qu'on on y reviendra. Mais moi, c'est ça. Pourquoi c'est important le jeu libre, en fait? Dans notre temps, j'ai jamais entendu en grandissant le mot jeu libre. On allait juste jouer dehors. Puis on n'avait pas besoin de se faire dire de jouer dehors. Puis je pense que c'est quelque chose que notre génération, on se rend compte. Puis c'est pas juste un sentiment de dire « Ah, dans notre temps, c'était mieux », parce que des fois, il y a des gens nostalgiques qui pensent que avant, c'était toujours mieux, puis plus paisible, puis plus ci, puis plus ça. Mais tu sais, les études démontrent qu'il y a réellement moins de temps de jeu libre pour les enfants aujourd'hui, moins de temps joué dehors. Une partie, il y a les écrans et les ordinateurs. D'ailleurs, la semaine passée, le thème de notre live, c'était comment repenser notre rapport à la technologie. D'un côté, il faut essayer de questionner et de limiter notre consommation d'écran de certaines façons pour libérer du temps. Mais une autre stratégie pour moi, c'est de créer des espaces nice puis des opportunités pour bouger qui fait que les écrans ont l'air moins sexy puis que jouer dehors, ça a l'air vraiment plus cool. Moi, c'est un peu ça notre philosophie.
de dire si les alternatives sont vraiment intéressantes, ben on va pas, comme tout de suite, aller dans un écran. En tout cas, c'est plus notre approche. Fait qu'il y a toutes sortes de... C'est multifactoriel, pourquoi il y a moins de jeux libres, mais comme, c'est sûr que les écrans, la technologie, ça chamboule nos habitudes, mais il y a aussi, ce qui ressort beaucoup dans les études, c'est le comportement des adultes envers les enfants, qu'on veut que les enfants bougent plus, mais en même temps, on a structuré la vie des enfants comme peut-être jamais auparavant, que les enfants vont à l'école, ont des activités parascolaires, que le sport ou le loisir se fait souvent dans un cadre structuré, ce qui fait que l'enfant n'a plus l'espace pour jouer librement. Ou même, j'ai même le réflexe. Ouais, oui, c'est pas quoi faire quand il n'y a pas de structure. Et comme, ben là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est quoi l'activité maintenant? Ouais. Alors que, puis ça revient souvent à ça, mais je me rappelle quand j'étais petit, ben, on avait une salle de jeu en bas, puis jamais ma mère est venue. Elle venait, même, j'ai l'impression que mes parents venaient jamais dans la salle de jeu, parce que jamais, là, comme c'était juste notre espace, puis on avait des costumes, on avait des trucs, des pistes de course, plein de trucs, puis tu sais, dehors, c'est un peu le même principe, là, jamais ma mère est venue jouer dehors avec moi, j'ai aucun souvenir. Je m'excuse, maman, si c'est arrivé, c'était vraiment venu jouer dehors avec moi, mais j'ai aucun souvenir de ça. Juste blackout, j'ai juste blackout de ces moments-là. C'est drôle. C'est vrai que t'as quelqu'un de solitaire, fait que j'imagine un enfant qui a juste tout évacué de ses souvenirs. Non, en tout cas, je vois que le monde avait écrit « Bien d'accord avec vous, jouer dehors dans notre temps, c'était toujours Oui, c'est ça, exactement, jouer dehors. Ce qui était... Je me rappelle, ce qui était des jeux structurés, par exemple, c'était au ballon chasseur, puis on jouait avec plein de familles sur la rue, c'était malade, là, mais c'était pas des compétitions non plus, c'est ça qui est drôle, parce qu'après, moi, j'étais allée dans le monde du sport compétitif, j'ai commencé à jouer à la balle molle, puis je me suis rendue dans l'équipe du Québec, on a fait les Jeux du Québec, puis c'est des magnifiques souvenirs aussi. D'ailleurs, on parle des Jeux du Québec avec Jafar Hassan, qui parle de l'importance de cultiver, d'offrir à des jeunes des expériences comme ça pour apprendre dans la vie. Mais c'est comme tu dis, si ça va... Il faut toujours un équilibre, non pas un équilibre, une danse entre l'ordre et le chaos. C'est ça maintenant, on essaie de réfléchir dans la vie, là. Trop de chaos, c'est stressant, mais trop d'ordre, c'est oppressant. Ouais. Puis le discours général autour de l'éducation pour les enfants, c'est qu'il y a une réalisation que là, les enfants, il y a trop d'ordre dans leur vie, puis ça peut être étouffant. Puis ça enlève de la vitalité, ça enlève... C'est ça, cette étincelle-là naturelle qui anime les enfants. La conclusion, c'est un peu que les adultes ont étouffé ça à cause de différents facteurs. En tout cas, fait que le lion et la souris, une de ses missions, c'est d'offrir ces opportunités-là aux enfants, mais aussi en invitant les adultes dans certaines activités, que les adultes aussi se rappellent c'était quoi, puis aient envie de reproduire ça à la maison, d'offrir ça à leurs enfants de manière plus... fréquente. Fait que, mettons, sur un spectre de jeux libres à jeux structurés, mettons, un jeu structuré, ça serait... C'est un sport que je faisais quand j'étais petit, comme beaucoup de gens de ma génération, mais le soccer, tu sais. Il y a des règles. Peu importe la situation, tu le sais si tu as le droit ou tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Ouais. Il y a un objectif précis. Puis l'avantage de ça, c'est que, mettons, l'aspect créatif de ça, c'est qu'il faut que tu deviennes créatif dans un ordre très clair, très bien défini, tu sais. Puis l'opposé de ça, l'autre côté du spectre, c'est plus le jeu libre où il n'y a pas d'objectif précis, il n'y a pas de règles. C'est un contexte. Puis là, l'aspect créatif, c'est OK, mais c'est quoi l'ordre que je fais dans ce contexte-là? L'enfant devient le créateur de son propre univers, puis c'est ça, en jouant, va créer une certaine structure. Pour revenir avec le soccer, tu sais, en jeu libre, ça serait qu'il y aurait une bine avec peut-être des ballons, puis des affaires, puis l'enfant peut les utiliser à sa guise. Une fois, dans le fond, le lion à la souris accepte les dons pour les gens qui veulent amener justement des pièces libres qui peuvent être remaniées pour le jeu. Ça peut être des casseroles, toutes sortes d'affaires, des tuyaux. Nous, on avait amené des balles de tennis, puis les enfants se sont pas dit « Hey, on va jouer au tennis, ils sont où les raquettes? » Ils ont juste fait des piles d'affaires pour faire une espèce de rampe avec une planche. Ouais, puis ils mettaient les balles en haut, puis ils regardaient où les balles rebondissaient. Ouais. Puis tu les voyais aller, là, puis là, ils comprenaient qu'ils pouvaient faire des enchaînements, puis qu'ils pouvaient mettre, je pense, un seau à un bout pour les récolter. C'était juste magnifique, là. C'est vrai qu'il n'y a aucun enfant qui a fait « Ben là, ça me prend une raquette. »
Non, c'est ça. J'ai pas de raquette, qu'est-ce que je fais avec la balle? Mais non, ils ont fait comme, qu'est-ce que je peux faire avec cette balle-là? Puis là, on fait comme des courses de balles sur une ronde. Hein? C'était magnifique, puis comment dire... oui, puis c'est comme si l'enfant doit aussi être habitué à ça parce que, comme de ce que je comprends, des fois, il y a des enfants qui sont habitués de toujours se faire un peu indiquer quoi faire. Mm-hmm. Si tu les mets dans ce contexte-là, ça peut être intimidant parce que tu es là puis tu sais pas quoi faire, fait que tu t'arrêtes. Puis même comme adulte, parce que dans un des ateliers sur le jeu libre, le Lion la souris nous avait fait faire du jeu libre. On était tous des adultes, puis ils avaient sorti leur équipement puis ils disaient, ben faites jouer. Mm-hmm. Puis du coup, moi, pendant un instant, comme on dirait que c'est rare que tu te fais dire comme fais ce que tu veux, au lieu de... Mm-hmm. Puis la petite enfant en moi se disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Ouais. C'est quoi la bonne chose à faire? C'est quoi la bonne chose? Ouais. Qu'est-ce qui est productif? Puis, puis finalement, c'est drôle parce que spontanément, t'es allé faire une cabane. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'ai commencé à dessiner avec de la craie sur de la neige. Mm-hmm. Puis tranquillement, on dirait que c'était un muscle qui était raqué, que les adultes ne pratiquaient pas depuis longtemps. Puis là, tranquillement, les gens commençaient à faire leurs petits trucs. Puis comme placer des objets, faire des structures avec des objets, whatever. Ouais. Puis si tu as envie de jouer dans ton coin, c'est correct. Puis si tu veux jouer avec d'autres personnes, tu peux te joindre à ce que quelqu'un d'autre fait. Mais il n'y a comme pas de... Il n'y a pas d'obligation de dire là, on joue tout le monde ensemble. C'est comme naturellement, les choses finissent par se placer. On parle beaucoup d'enfants, mais moi, quelque chose que j'ai j'ai compris en fait en explorant le jeu libre, puis à travers les dernières années, les projets que j'ai faits, c'est l'entrepreneuriat, à mes yeux, maintenant, c'est une forme de jeu libre, dans le sens où il n'y a pas de... Tu sais, tu veux faire un projet, il faut que tu te poses la question pourquoi, il faut que tu comprennes, OK, c'est sûr qu'il y a des règles, mais il y a des domaines aussi où il n'y a pas vraiment de règles. Puis là, OK, qu'est-ce que tu décides de faire dans ce contexte-là? C'est quoi les moyens que tu vas prendre pour, tu sais, fait que c'est pas, au lieu d'être, puis je veux dire, je suis employé en ce moment, je travaille à temps plein. Fait que j'ai pas juste Renard, j'ai un contexte où les règles sont quand même claires. Tu sais, c'est un peu un jeu structuré, mais j'ai aussi Renard où il n'y a pas vraiment de règles, puis là, c'est plus... C'est à nous de construire une structure. Exact. Fait que même dans le travail qu'on fait chaque jour, il y a moyen d'aller chercher ces concepts-là. Oui, puis il y a ces réflexions-là que le modèle scolaire a été bâti à une ère industrielle pour faire des bons travailleurs, mais qu'on a une époque où la créativité humaine puis l'esprit d'initiative sont aussi des qualités super importantes, la résilience, puis l'éducation actuelle, si c'est une structure préétablie puis qu'on amène l'enfant à être obéissant puis à suivre un protocole très clair puis tous les enfants uniformes de la même façon, c'est pas nécessairement ça qui est le plus propice à la créativité. Puis si tu inculques pas ça dès l'enfance, ça va pas nécessairement faire des adultes créatifs. Tu sais, la créativité, l'esprit d'initiative, c'est des choses qui se construisent. C'est pas un talent, mais une compétence qui... Ça s'apprend. Puis, c'est ça. Fait que le jeu libre, c'est vrai que la finalité, c'est pas de dire il faut des adultes indépendants ou courageux ou whatever. C'est juste que l'enfant se développe tel qu'il est, genre. Puis, mais juste avant de rentrer sur ce sujet-là qui me passionne, juste pour rebondir sur le soccer. Oui. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que même dans le domaine des sports, c'est jeux structurés, en guillemets, là, des sports fédérés qui ont des règles, qui ont une historique, comme le soccer, il y a aussi la réalisation que pour faire des athlètes de haut niveau, si c'est juste tout le temps sérieux par de la structure, par de la spécialisation, ça nuit au développement de la personne. Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est que de plein d'horizons, ça repointe vers le jeu et l'apprentissage par le jeu. C'est une discussion qu'on a eue avec Yann Lequéo, qui est directeur de l'Association de soccer de Blainville. Oui, qui est passé à notre podcast, Radio Honor. Pour expliquer justement le programme de développement de la tête que lui, il suit, qui est le DLTAP. En tout cas, c'est le développement à long terme de l'athlète et du participant. Fait que de ne pas juste penser à une personne comme un futur athlète, mais juste de penser à lui comme quelqu'un qui va bouger toute sa vie. Puis ça peut se faire dans un cadre compétitif ou non. Mais les 12 premières années de vie, ce qui est encouragé, c'est le multisport. C'est d'apprendre par le jeu, par le plaisir, puis c'est de faire aux enfants le plus de sports possible, d'activités différentes possibles pour qu'ils bâtissent certaines compétences physiques qui peuvent être transposées. Puis que le but, si c'est le plaisir,
à partir du moment où ta carrière compétitive se termine, tu as encore tout ce qu'il faut, l'envie puis les capacités de juste continuer vers d'autres choses pour le reste de ta vie. T'sais. Fait qu'il parlait du fait que lui déguisait ses animateurs en dinosaures. Ça, c'est un exemple que j'utilise tellement souvent pour montrer que c'est pas juste genre le jeu libre d'un bord puis les sports comme structurés de l'autre. Il y a comme une espèce de transformation, je pense, des modèles d'enseignement, que ce soit dans les écoles ou dans les clubs sportifs qui sont en train d'arriver. Fait que si je me souviens bien, il déguisait ses animateurs, ses coachs de soccer en dinosaures. Puis là, il y avait un jeu de... Mais là, c'était plus un ballon de soccer, c'était un œuf de dinosaure. Là, il fallait le ramener en le manipulant avec ses pieds à un certain endroit. Fait que là, tu sais, ça fait pratiquer des notions de soccer, mais c'est pas... Tu joues pas au soccer, tu joues comme au dinosaure. C'est pas la même chose. Puis des fois, c'est l'enfant qui dirigeait le jeu, puis l'adulte devait le suivre. Ouais. Puis ça, je trouve ça, c'est aussi quelque chose qui est beau, genre. Mais, ouais, fait que moi, je pense que ce qui m'a touchée profondément de cette approche-là, je pense que ce qui m'a le plus marqué, parce que voir des images de jeux libres puis de terrain d'aventure, c'est vraiment cool. Ouais. On va en montrer là, dans pas long. Mais moi, ce qui m'a profondément touchée, c'est plus au niveau idéologique. C'est la représentation de l'enfant. Puis la relation entre l'adulte et l'enfant. Qui est que l'enfant n'est pas un être incomplet ou inférieur ou genre un adulte en devenir qu'on doit modeler pour arriver à quelque chose. L'enfant est vu comme une âme indépendante et belle, peu importe l'âge, puis c'est d'honorer l'essence, la réelle identité de cet enfant-là, puis de lui offrir des possibilités pour qu'il puisse choisir librement, puis juste faire ce qu'il aime faire naturellement, puis d'alimenter ça. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, puis je pense que c'est carrément notre... Tu sais, ça imprègne Renard dans son cœur, là, de favoriser un apprentissage toute une vie, mais qui est mené par notre curiosité intérieure. Ça, c'est vraiment important. Ouais, que toute la vie, même en tant qu'adulte, qui se veut pas, quand on est qu'un adulte ou un humain qui accumule l'expérience, structure de plus en plus les choses, autant dans ses modèles mentaux que même son corps se structure de plus en plus au niveau de ses mouvements et tout. Mais on a avantage à aller puiser dans cette espèce d'enfance-là de sortir de notre zone de confort, si on veut, ou de déstructurer un peu les choses. Puis, c'est un peu le même processus, en fait, qui se passe à l'inverse pour un enfant, là, que pour un enfant de 1 an, c'est le chaos total. Là, comme c'est merveilleux parce que c'est un potentiel un peu infini. Tu sais, c'est pas... C'est modèles mentaux ou comme son corps est tellement souple que ça devient super intéressant. Mais il faut structurer un peu ce chaos-là. Fait que c'est une espèce de danse entre les deux. Toute la vie, en fait. Là, faut amener de l'ordre dans la vie d'un enfant, mais il faut amener du chaos dans la vie d'un adulte un peu pour créer de la vitalité. Oui, tu sais. absolument. Puis comme tu dis, c'est ça qui est particulier, c'est que le jeu libre, des fois, il y a une inquiétude qui émerge de la part des adultes de dire, ben là, on peut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Puis la limite de qu'est-ce qu'on contrôle ou pas, je pense que ça définit pour chaque parent, mais c'est vrai, il faut faire une certaine boîte, mais laisser l'enfant jouer dans cette boîte-là. Comme le lion à la souris, ils disent clairement, après, mettons, tel arbre ou après, ça, tu peux pas aller jouer là. Ça, c'est notre délimitation. Tu peux pas grimper sa clôture et aller jouer sa traque de chemin de fer. Là. Tu sais, sont pas... Tu sais, il y a un cadre, puis il faut une structure, puis il faut que l'enfant connaisse le territoire dans lequel les limites physiques et mentales, de ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Puis le jeu libre, c'est pas un laisser-aller absolu. En fait, des bons espaces de jeu libre, d'après moi, sont hautement réfléchis. Mais la job de l'adulte, c'est un peu d'être... Il y a des philosophies que l'adulte est presque invisible, puis il y a des philosophies où l'adulte est plus ou moins impliqué. Fait que, tu sais, ça varie. Mais j'ai l'impression que c'est comme un bon design. Un aménagement d'un espace de jeu libre, faut pas que le focus ce soit sur comment les choses sont designées, mais plus sur comment ça te fait sentir dans l'espace, puis que le jeu émerge naturellement. Fait qu'on pourrait peut-être montrer des images, en fait. Oui, on va aller voir si... OK. Donc, par quoi on commence?
C'est-tu la page de renard? On a Renard, on a Eco Kids, puis on a Moving Creatures. Ah, peut-être Eco Kids. Fait que dans le fond, un autre organisme qui est intéressant, c'est si vous connaissez l'organisme Le Jour de la Terre ou Earth Day, ils ont aussi un programme qui s'appelle Eco Kids. Moi, je trouve ça brillant. Dans le fond, c'est pour favoriser le jeu extérieur parce que si les enfants de leur plus jeune âge jouent dehors, ça leur donne envie de prendre soin de la nature. Mm-hmm. Fait que si tu vas vers le bas, je pense il est supposé avoir une image d'un terrain d'aventure. Fait que ouais, ça c'est le fun. Ça, c'est ce qu'ils appellent des terrains d'aventure. Des fois, souvent, c'est éphémère. C'est qu'ils vont créer des installations dans des parcs. Ils vont emmener toutes sortes de matériel. Mm-hmm. D'ailleurs, le lion à la souris le fait. On a des photos parce qu'on les aimait tellement qu'on leur a fait prendre des photos gratuitement. Ouais. Mais comme on ne diffuse pas les photos parce qu'il y a des photos d'enfants puis on préfère respecter les familles. Mais ça donne un certain exemple. C'est qu'il va y avoir des enfants qui jouent partout, même des adultes qui jouent. Ouais. Ça, c'était drôle parce que à celui qu'on a participé l'année passée au parc, je pense, au parc Maisonneuve. Ouais. Dans le fond, les gens venaient là en famille, puis c'est ça, il y avait toutes sortes d'items, puis les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Fait qu'un tuyau d'arrosage devenait une corde à danser, et ça pouvait devenir un souk à la corde. Mm-hmm. Un enfant pouvait juste en servir comme de collier géant, fait qu'il pourrait juste, mettons, rentrer des pneus dedans. Tu sais, comme... Mais ce qui était drôle aussi, c'était qu'à par certains moments, on se retournait, puis là, tu voyais juste des adultes qui jouaient avec des trucs. Jouer avec des affaires de leur côté, là. Ouais. Leurs enfants comme jouaient. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait... Je pense que ça avait né... C'était né dans la tête d'un enfant, mais comme une structure qui était née avec... Comme pour faire couler quelque chose, je pense qu'il y avait de l'eau, en tout cas, il y avait plein de trucs. Puis, plus tard, tu sais, au début, les parents aidaient leurs enfants, parce que c'était quand même entreprenant, si on veut, comme objectif. Là. C'était quand même une structure compliquée. Puis, à un moment donné, il y avait juste plus d'enfants qui étaient là. Puis, les adultes continuaient d'essayer d'optimiser ça. Puis, même, ils en riaient. Ils étaient comme... Je sais pas comment dire, mais tu sais, ils réalisaient qu'il était juste une gang d'adultes qui jouaient à faire glisser de l'eau dans des trucs. Là. Mais c'est comme si ça leur donnait la permission. Exact, exact. Comme, ici, j'ai le droit de faire... Parce que je pense pas qu'on est rendu à l'étape où de faire ça juste pour des adultes, ça marcherait. Parce que le mot jeu, c'est presque intimidant. Genre, c'est comme gêne. Ça, c'est vu comme manière pas sérieuse. Ça, c'est comme intimidant. Va jouer. Genre. Mais, fait qu'on aimait... On avait découvert Eco Kids. Et en fait, pour ceux qui aiment savoir d'où vient cette philosophie-là ou qui l'étudie au Canada, moi, un autre organisme qui m'avait fait prendre conscience de l'importance du jeu libre, c'était Participation. Mm-hmm. Ils font des rapports annuels sur le niveau d'activité physique des Canadiens, puis ils ont des rapports des fois spécifiquement sur les enfants ou les adolescents. Puis la proposition, je ne sais pas si tu l'avais mis dans les options, là. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Oui. Dans le fond, je veux dire, c'est un document, fait qu'on ne va pas le lire ensemble, là, mais ce que j'aimais... OK, c'est pas grave. Dans le fond, ils ont fait un document, je pense, de 3 pages où ils expliquent leur position par rapport aux jeux libres. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont super explicites. Là, je pense qu'ils ont même un rapport qui s'appelle « Laissez-les jouer dehors ». Tu sais, c'était comme, avec un point d'exclamation, là, c'était comme « Laissez les enfants jouer dehors ». Puis c'est vraiment explicite. Ils disent « Laissez les enfants à l'intérieur parce qu'on a peur de l'extérieur pour diverses raisons, que notre enfant se fasse kidnapper, qu'il se blesse, c'est pire que les risques associés à un jeu, à un jeu libre. » Tu sais, c'est même Participation, c'est le plus gros organisme canadien de promotion de l'activité physique. Eux, c'est comme limpide dans leur communication. Là. Il faut que les enfants soient exposés à différents contextes de jeu. C'est bon pour leur développement. Puis, il y a des risques associés au jeu, comme, mettons, grimper à un arbre. Mais c'est important que l'enfant apprenne à faire face à ces risques-là, puis à trouver des solutions, puis à s'habituer, puis à développer ses compétences, en fait. Ouais. C'est bon pour son développement. Puis, on est rendu à un point où les enfants jouent tellement peu que là, ça devient nocif pour plein de raisons. Fait que je trouvais ça vraiment fascinant. Fait que je vous encourage à regarder ça. Il y a tellement d'items, genre, je suis full excitée. Fait que vous pouvez, si vous êtes curieux, essayez de voir s'il y a des organismes dans votre région qui font des terrains d'aventure. Sinon, ça peut être d'essayer de reproduire ce contexte-là à la maison. Ben oui. Fait que, tu sais, quand on dit, c'est ça, le jeu libre, c'est pas juste un laisser-aller. Il y a une façon de designer les choses pour que ça devienne naturel à la longue. Fait que, tu sais, comme on disait, c'est de stimuler une certaine émotion, un certain sentiment qui est
la curiosité, la joie, l'enthousiasme. Une attitude de faire confiance à l'enfant, de le laisser faire, puis de ne pas toujours intervenir. Puis des fois, c'est très difficile. Oui. quand on sent que l'enfant va faire une erreur ou qu'il est sur le point de faire une erreur, ben c'est dur de ne pas intervenir, tu sais. Mais il y a des avantages à laisser la chose aller. Puis laisser à l'enfant la place pour faire des erreurs aussi, tu sais. Puis apprendre de ça. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que quand tu es face à un problème puis tu dois trouver une façon de régler. Puis un bon exemple de ça, je pense, en tout cas, quelque chose qui me revient en tête en ce moment, c'est Priscilla. Je me rappelle qu'on est allé, Priscilla, qui est la maman qui a beaucoup contribué à Renard initialement, qu'on est allé prendre des photos avec sa petite famille dans son coin, à Valleyfield, je pense. Puis on était sur le bord de l'eau. Je pense que tu n'étais pas là, tu étais avec un autre enfant à ce moment-là. Mais on était sur le bord de l'eau, son petit gars voulait aller dans l'eau. Puis Priscilla était comme, ben là, si tu fais ça, tu vas être mouillé. Puis son petit gars, il a fait, ouais, OK. Puis il a fait, vas-y. Tu sais, comme, puis il s'est tout mouillé les pantalons, puis tout. Puis la leçon, c'est un peu, ben, comme, ben, elle a même dit, si je me souviens bien, ben, tu vas être mouillé pour le restant de l'activité, qu'on va être dehors. Là. Puis il était comme, OK. Tu sais, comme, il faisait le calcul dans sa tête. Il était comme, OK, je pense que je suis prêt à faire ça. Fait que, tu sais, c'était un moment intéressant de, justement, elle aurait pu dire, non, tu vas être mouillé, je veux pas que tu ailles là. Mais c'était comme, elle a donné les options, tu sais. Tu veux-tu rester sec ou tu vas être mouillé pour le restant de l'activité? Puis après, je pense qu'il a eu froid. Il n'a pas particulièrement chialé. Non. Mais ce qui est drôle aussi, il me semble que son petit frère voulait le suivre. Ça se peut-tu? Ça se peut, en tout cas, mais... Fait que moi aussi, c'est ce genre de petits moments-là qui font la différence. Puis surtout qu'il y a des personnalités d'enfants plus rebelles qui vont essayer de trouver une façon de faire anyway. Tu dis non, puis là, dès que tu regardes pas, il se pitche dans l'eau. Mais, ouais, puis ça, je trouve ça... Moi, ça a changé ma vision de comment interagir avec un enfant. Puis moi-même, comme adulte, d'écouter cette petite voix-là quand j'ai une envie, quand quelque chose m'intéresse, puis tu sais que ça a pété, on dirait, de nourrir ça. Au lieu d'avoir cette voix-là qui est l'adulte, en fait, qui me chicane d'en haut pour me dire quoi faire ou pas faire, genre, je pense que c'est vraiment, vraiment précieux. Okay. Mais ouais. Fait quoi, il y a comme... C'est pas juste une question d'aménagement, mais l'aménagement peut réellement faire la différence aussi. Souvent, quand on pense à du jeu libre, maintenant, nous, on pense à des pièces libres. Là, on peut aller peut-être sur la page de Renard. Ben oui, on va faire ça. On a des exemples. Dans le fond, même c'est vrai, la philosophie du jeu libre avec les pièces libres a carrément influencé comment on a aménagé notre maison. On s'est rendu compte avec le temps on en parle dans l'article sur le bureau dynamique, que notre mobilier, qui par le mot même devrait être mobile, n'est plus mobile. Comme souvent, on repense à nos espaces, puis le divan a une place, la table a une place, puis tu sais, quand on fait le ménage, on va peut-être les bouger, mais comme chaque item de mobilier a sa place, puis ça reste là. Puis, inspiré du jeu libre et des pièces libres, on s'est rendu compte que si tu as des items qui peuvent avoir plusieurs fonctions, ou que toi, tu décides qu'ils peuvent avoir plusieurs fonctions, tu peux remanier, reconfigurer les choses à l'infini. Puis l'exemple qu'on donne, c'est que, mettons, nous, pour s'asseoir, on a des rondins de petite épaisseur. On a des cubes d'une autre épaisseur. On a un tabouret un petit peu plus haut. Sur lequel je suis en ce moment. Sur lequel il est en ce moment. Fait qu'on a tout ça, puis les choses peuvent être empilées. Comme, tu sais, on peut mettre les rondins sur le cube pour se faire une hauteur de chaise plus normale. Puis là, ça devient le fun, puis ça nous fait bouger au quotidien parce que nos espaces sont flexibles. Puis même en ce moment, là, vous le voyez pas, mais juste en dessous de la table, en ce moment, il y a un gigantesque puzzle de 1000 morceaux. Un puzzle qu'on est en train de faire. Puis, quand on a seté le setup, parce que notre espace ici est quand même mobile, là. Habituellement, cette table-là n'est pas là, elle est sur le mur là-bas. Puis c'est là qu'on fait le podcast avec nos Radio Renard qui est dans le coin de la pièce là. Fait que, on change la pièce pour ça. Mais, tu sais, comme, on n'a pas fini le casse-tête, on est en train de le faire, mais on a quand même pu bouger un petit peu l'espace, puis ça paraît pas. C'est la même perspective qu'il y a chaque semaine pour les lives. Oui, fait que des pièces libres, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Là. Ça peut, parmi les populaires, des pneus, Margaret, elle explique
je sais pas si c'était dans le podcast ou dans une discussion, que les pneus de vélo sont aussi vraiment le fun parce que pour un enfant, c'est facile à manier, puis il peut le faire rouler de différentes façons. Les items de cuisine, tu sais, au lieu d'acheter des pelles en plastique, ben c'est prendre des friperies. Les friperies, c'est des coffres au trésor de piécibles. Ça peut être une cuillère, des cuillères avec des trous, des cuillères avec j'avais pensé les cuillères à spaghetti. En tout cas, toutes sortes d'items comme ça qui peuvent être réutilisés de différentes façons. Il y a des photos, si tu vas plus bas, on va parler de ce livre-là. On va revenir sur ce livre-là. Ça, Ça, c'est sûr qu'on en parle. Vite. Ça, c'est un terrain d'aventure au UK. Ouais, à Wales. Fait que quand on disait qu'il y a différentes philosophies de la place de l'adulte, ça, c'est un terrain qui est comme bien délimité, mais à l'intérieur, ça a l'air d'un junkyard. Ça a l'air d'être une place abandonnée. Non, ça a l'air d'un... Puis je pense qu'il y a des heures d'ouverture précises. Fait qu'encore là, il y a un cadre. Je pense que les enfants ne peuvent pas se pointer là à n'importe quelle heure. Puis il y a des adultes, des animateurs qui s'assurent, mettons, qu'il n'y a pas de clous rouillés qui sortent du sol, des affaires de même. Que l'enfant voit les dangers au moins. Qu'il puisse... Ouais. Tu sais, s'il y a une pelle, ben oui, tu sais, l'enfant pourrait, je sais pas... S'il y a un bâton un peu comme qui est dur, ben l'enfant le voit, puis il peut décider de l'utiliser ou non. Mais s'il y a un clou rouillé qui sort de nulle part, mais l'enfant le voit pas. Fait que là, c'est un risque qui n'est pas connu. Je pense qu'il essaie de distinguer ce qui est un danger de ce qui est un risque. Ouais. Puis un danger, c'est un peu quelque chose qui peut être comme enlevé ou mitigué versus le risque qui est inhérent à une activité de genre. Si tu fais un jeu de chamaille où les enfants peuvent, sous certaines conditions, comme mettons jouer à l'épée, ben il y a un risque qui est inévitable qu'un enfant, mettons, se fasse accrocher le visage ou quelque chose d'autre. C'est comme, tu peux mettre dans les règles que tu n'as pas le droit de frapper le visage, mais ça peut arriver dans le... Ça fait partie de la game, puis c'est là que ça devient des fois difficile de se retenir, de régimenter les choses. Mais justement, eux, il y a un cours documentaire qui a été fait sur eux, ça s'appelle The Land, c'est le cours documentaire. On mettra le lien de cette page-là, on le montre, c'est 15 minutes. Justement, les enfants, on le voit dans la photo à gauche, là, les enfants peuvent faire des feux. Une des scènes, ils utilisent une scie. Puis on est sûr qu'il va se couper les doigts. Là. Il est juste à côté de sa main comme ça, mais en même temps, il apprend à utiliser une scie. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on en parlait à Margaret parce qu'elle les connaît. Puis on se disait, c'est tellement hot que les adultes, justement, comme, en fait, leur rôle un peu à eux, c'est plus un peu de juste observer puis d'intervenir en cas extrême. Mais Margaret a confirmé que même l'animateur, pour cette scène-là, il capote. Il était pas à l'aise. Mais en tout cas. Fait que parenthèse sur The Land. Une autre source d'inspiration magnifique qui nous a super gros nourris, c'était la philosophie de l'éducation en forêt, en nature en fait, à l'extérieur. Des fois, c'était en forêt peu, mais comme le Lion à Survie le font en ville, fait que c'est aussi à l'extérieur. Mais des beaux reportages de ce qui se fait. Il y en avait dans les pays scandinaves, on en a vu aux États-Unis. Des écoles d'enfants. Parce que le jeu libre et le jeu extérieur sont très, 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 très proches. Dans leurs valeurs puis dans leur, je pense, même les organismes, la façon qu'ils collaborent. Puis l'éducation, comme à l'extérieur, c'est que les enfants, il y a des cas là, où ils sont dehors 95% du temps. Beau temps, mauvais temps. Même quand il pleut. Au Québec, quand il fait moins 30. Une des scènes qu'on a fait trop mignonne, c'est une des animatrices, elle réchauffait les enfants avec des patates. Je pense qu'il y avait un feu. Il réchauffait des patates autour du feu. Dans l'aluminium ou quelque chose du genre, puis les enfants mangeaient leurs petites patates. Puis c'est des trucs aussi simples que ça, je trouve tellement mignon, là. Apprendre à faire pipi, puis caca dehors. Et là, on voit, il y a une photo, c'est un enfant qui est perché dans un arbre. Ça va être dans la vidéo. Vraiment haut. Vraiment haut. Puis les adultes, ils disent, t'es-tu correct? Tu t'es capable de descendre? Puis l'enfant est comme, ouais, c'est bon. Puis il redescend. Puis tout se passe bien. Mais, tu sais, juste se mettre dans la peau de l'enfant aussi à ce moment-là, là, à quel point tu te sens en contrôle des choses, là, quand tu es capable de monter dans un arbre et de redescendre par toi-même, là, le feeling d'accomplissement puis de tu te sens capable. Puis je pense, comme tu dis, le lien fondamental avec des domaines créatifs ou l'entrepreneuriat. Parce que moi, la première fois que je me suis sentie laissée à moi-même, c'était quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise.
j'ai fini ma maîtrise en 4 ans parce que j'ai commencé à travailler au Centre d'entrepreneuriat à HEC. Mm-hmm. Mais je me rends compte aussi qu'il y a une forme de procrastination qui est de rester actif dans plein d'autres engagements pour pas faire face au fait que tu es terrorisé à l'idée de t'asseoir et d'écrire ton mémoire de maîtrise. Okay? Puis il y a une détresse psychologique, je pense, des gens qui font un mémoire puis une thèse de doctorat parce que c'est terrorisant. Moi, comment je l'ai interprété de mon côté, c'est que c'était une des premières fois, puis mon directeur que j'ai, dans mon cas, vraiment apprécié, il était justement un directeur qui me disait pas quoi faire. Je faisais une recherche qualitative exploratoire. Fait que le but, c'est justement, c'est versus du qualitatif où des fois, tu as un cadre puis tu as des trucs très précis à effectuer. Moi, il fallait que je découvre des choses puis je savais pas d'avance qu'est-ce que j'allais découvrir. Puis ce que j'ai aimé de mon directeur, c'est qu'il m'imposait pas de deadline. Il me laissait aller à mon rythme. À un moment donné, il me dit, là, t'es allé trop loin dans telle direction. Puis là, il était comme, là, reviens. Ah oui, ben ça. Mais sinon, c'était moi, puis mon rythme, puis ma propre discipline que je devais développer pour finaliser les choses. Et c'est ça. Fait que mon interprétation d'une partie de ma souffrance de ça, c'est que je savais pas comment naviguer dans l'inconnu. Mais il y a une partie de moi qui adore la recherche qualitative exploratoire. Mais dans les domaines, dans tout projet créatif, il y a un cycle émotif, il y a l'enthousiasme du début où tu penses que tout est possible puis tu recherches, puis il y a le messy middle qu'on appelle, expression reprise du fondateur de Behance, où tu es complètement perdu puis tu sais plus où aller. Puis c'est souffrant, puis c'est difficile, puis c'est inévitable. Tu peux pas skipper cette partie-là, puis il faut que tu reconfigures les choses, que tu crées de la clarté, que tu restructures, puis que tu fasses des choix, puis que tu peaufines, puis que tu finalises, cristallises les choses. Je pense que dans ton cas, c'est d'ordonner, de structurer les choses, mais je suis sûr que pour certaines personnes, c'est le contraire. C'est l'inverse. Qui ont de la misère à briser. D'ouvrir les perspectives, puis de creuser un petit peu plus. D'élargir la chose au lieu d'essayer de synthétiser. Oui, puis c'est de se rappeler que quand tu parlais de l'enfant, que l'adulte lui demandait « T'as-tu peur? T'es-tu capable? » Tu sais, c'est de comment dire, que l'enfant ou l'adulte devienne l'acteur de sa propre vie puis fasse les choix lui-même. Puis moi, c'est vraiment mon mémoire. Puis finalement, aujourd'hui, je suis reconnaissante de cette expérience-là de rédaction de mémoire parce que ça m'a permis de comprendre certaines phases. Ça m'a quand même pris des années, là, mais de l'entrepreneuriat, où il n'y a personne pour te dire quoi faire, ou si des gens te guident, ils ne peuvent pas faire le travail à ta place. C'est à toi de décider pour toi-même. Puis ça, c'est un apprentissage en soi. De dire qui est-ce que je suis, comment je me sens, c'est quoi mes valeurs, puis que c'est ça qui guide ton comportement. Puis tu sais, monter un arbre quand tu es un enfant, ça peut être faire un pitch quand tu es un adulte, ou être sur une scène, ou faire un live pour la première fois. Tu sais, c'est le même genre de choses, de dire comme, je suis capable de faire ça, tu sais. Puis plus tu le fais, plus tu es comme, ah ouais, je suis capable de faire ça, c'est cool. Puis nous, on le vit à travers le live, là, mais c'est comme monter un arbre. Je vois plein de liens à faire. Oui, au niveau des valeurs. Je vais-tu me planter, tu sais. Puis une fois que tu l'as fait une fois, ben, facile de le refaire après. C'est un autre exemple pour les adultes, moi, qui m'avait vraiment touchée. Je ne sais pas si vous connaissez le site web lynda.com. En fait, c'est un site d'apprentissage en ligne qui a été racheté par LinkedIn pour 1,5 milliard de dollars. Moi, je pensais que lynda.com, je trouvais ça pas sexy. Le logo, c'est une madame avec des lunettes. J'étais là, c'est bien bizarre. Puis LinkedIn, à ce moment-là, c'était pas une compagnie que j'avais pas beaucoup d'affection pour cette marque-là particulièrement. Puis là, j'étais comme, c'est pour apprendre à faire du code, des affaires de même. Tu sais, j'étais pas charmée, mais j'ai découvert que la fondatrice, elle s'appelle vraiment Lynda. Puis elle a l'air ma tante, elle a l'air super gentille. Puis elle a parti ça dans les années 90. C'est fou. À cause, comme, me semble, ça a pris des années monter ce cursus-là. Elle a juste une passion de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle a appris elle-même un peu le design graphique sur les premiers ordinateurs Apple. Puis il n'y avait pas de guide à ce moment-là. Elle enseignait au collège, en tout cas. Au collège, je sais pas comment dire. Au cégep. Au cégep. Puis il n'y avait pas de guide, je pense, sur le design graphique à cette époque-là. Fait qu'elle a décidé de le créer elle-même. Mais ce qui est fascinant dans son histoire, c'est qu'elle explique que quand elle était enfant, était super studieuse,
Puis je pense que c'est le divorce de ses parents qui l'avait chamboulé. Il est arrivé quelque chose qui l'a chamboulé, puis ça l'allait plus bien, puis elle a découvert, je sais plus comment, mais une école alternative dans son coin. Puis avec son argent de poche, elle a, je pense, convaincu le directeur de pouvoir accéder à cette école-là. Puis elle a dit que ça a été un moment marquant de sa vie. Une philosophie d'éducation alternative que j'ai notée dans mon cahier un couple de mois parce que j'étais absolument charmée. Puis elle montrait les principes idéologiques qui l'ont accompagnée toute sa vie. Puis un des premiers, c'était « Sois responsable de ton propre travail, participe et collabore dans le monde ». Ça, je trouvais ça magnifique. Comment communiquer, développer un esprit critique. Fait qu'elle disait, c'est comme avec le guide sur le design, elle dit, quand j'ai vu que ça n'existait pas, elle se sentait apte à créer ce genre de système-là. Puis cette philosophie-là d'apprendre pour le plaisir d'apprendre, ça l'a guidée parce qu'elle disait, avec Lynda.com, oui, tu peux augmenter tes compétences professionnelles, mais il n'y avait jamais de diplôme à la fin. Il n'y avait pas, je pense, d'évaluation de quoi. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais peut-être de la manière qu'elle l'a fondé, c'était comme ça. Puis j'ai trouvé ça beau de dire, quand on fait des activités, est-ce qu'il faut toujours une carotte à la fin ou est-ce que... C'est juste pour faire l'activité. Exactement, qu'il y a un plaisir d'apprendre puis de faire des choses. Ça revient à être dans le moment, être dans le flow pour ce que ça t'offre immédiatement. En tout cas, mais... On était en chemin d'expliquer c'est quoi les pièces libres. On va retourner parce que là, le temps avance quand même vite. En fait, veux-tu qu'on parle un petit peu de Patagonia? Ben, ouais, on va finir J'ai ouvert tellement de parenthèses, je suis désolée, mais les pièces libres. Fait que si tu retournes en Renard, il me semble qu'on en a plus bas. Donne-moi une seconde, on va faire ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on a parlé du terrain d'aventure en Angleterre, les écoles en fer au Danemark. Je vous encourage fortement à écouter des documentaires YouTube là-dessus. Là, on en voit. Ah oui, c'est ça. Un exemple de pièce libre, c'est trop cool. On l'avait-tu parti? Veux-tu que je le joue? Ben, on peut. Une vidéo de... on va leur donner le crédit avant de le jouer, là, mais Earthplay Canada. Earth Day Canada. Dans le fond, EcoKids s'appelait avant Earthplay. Puis ils ont fait... Je pense qu'il n'y aura pas de son. Ben, je pense que les images sont intéressantes. Tu sais, c'est... Loose parts are the building blocks of adventure play. It's human nature to want to loosen up natural elements from forest and field and to remake the landscape, creating enclosure, shelter, and tools. Loose parts offer the abundance of nature in urban spaces where children may not find what they need for their natural creativity. Loose parts are not toys. They can be used in all sorts of ways. Children immediately start investigating their qualities and inventing uses for them. Okay. Ça donne un peu une idée de l'ambiance. Exact, mais il y avait quand même une image intéressante. On va fermer ça. C'est justement, en tout cas, moi, ça me rappelle justement qu'on était avec le lion et la souris, puis qu'il y avait des environnements avec plein de... Tu sais, on voit des piles de pneus. Pour un adulte, ça a l'air, comme tu disais tantôt, d'un junkyard, là, mais pour un enfant, il y a plein de possibilités. Là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Comme ça, tu sais, un parcours avec des caisses de lait et des trucs en bois, c'est vraiment cool. Là. Puis, je pense qu'un autre des éléments qui a fait que le jeu libre gagne en popularité en ce moment, c'est parce que les cours d'école puis les terrains de jeu pour enfants, il y a comme une réalisation qui sont rendus tellement sécuritaires qu'ils en deviennent ennuyants. Parce que tu enlèves tous les éléments mobiles, parce que souvent, le risque vient de choses qui peuvent être maniées différemment. Ce qui fait qu'à l'extrême, là, puis on le voit, là, les cours d'école, des fois, c'est juste de l'asphalte dans une clôture. T'sais. Ah, on a un commentaire de Jean-Gabriel. Vous regarderez le jeu Dungeon of Fitness qui combine le jeu de société et l'exercice. Cool. C'est intéressant. On va aller jeter un coup d'œil après. Fait que Jean-Gab, si c'est ton genre de... Je pense que je comprends un peu la vibe. Peut-être que tu aimerais les Box Wars. J'ai adoré. Dans un type de jeu libre qui donne de jeu plus ou moins libre, qui donne la permission aux adultes de s'amuser. C'est une gang de gars, je pense que ça a commencé en Australie, qui se font comme des armures en boîte de carton. Ouais.
tu peux juste utiliser du carton, puis sûrement de la colle, puis du scotch tape, là. Puis le seul but du jeu après, c'est de s'affronter, puis c'est de détruire les boîtes de carton. Il n'y a pas de gagnant. Il disait tout le monde perd à ce jeu-là. J'ai trouvé ça hilarant. C'est comme ça a une vibe un peu de GN, là, de grandeur nature. Mais juste ludique, comment dire? Moins sérieux ou comme moins théâtral, si on veut. Ou même là encore, ça peut devenir théâtral. Même là encore, parce que ça devient mais c'est que tout est fait à partir de boîtes. Que ce soit les costumes, les forts, les armes, tout est fait à partir de boîtes. C'est sûr qu'il y en a qui se laissent aller à l'extrême dans le sens où ils font des chars d'assaut en carton. Fait que, OK, c'est pas le but d'aller là, mais c'est des activités qui ont été reprises dans les écoles puis qui donnent justement la permission à des adultes de s'amuser. Puis on peut aller jusqu'en bas parce que ça mène à... Si on finit, on a parlé de ça. Le lion à la souris. Leur logo, trop mignon. Trop mignon. Des photos. Donc, ça, c'est un organisme, on les a mentionnés tantôt, qui sont à Montréal. Puis, ils promouvoient, en fait, le jeu libre puis le jeu risqué. Ouais. Puis, en fait, on vous invite même à aller... On a une discussion avec Margaret, qui est une des fondatrices du Lion à la souris. Puis, la discussion est sur Radio Renard. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça vous intrigue, onglet radio sur renard.ca, c'est là. Ça me fait réaliser, on a oublié de dire une chose. Avec le titre de l'épisode « Libérer le jeu », en fait, c'est un slogan qui vient de la compagnie québécoise Camic. Je voulais le dire dès le début, mais en tout cas, on remercie Camic de cette magnifique formulation-là. Ben oui. Camic fait partie des compagnies qui, justement, redonnent pour favoriser ça. Justement, je pense qu'ils ont commandité l'activité du Lion à souris ou faisant un terrain d'aventure. Ils ont des valeurs sociales et environnementales qui nous plaisent beaucoup. On s'est dit que la prochaine part de entreprise. On les plug pas, là. On n'est pas commandité par eux. On a juste trouvé ça charmant, fait qu'on aime ça. J'ai pas de bottes, Camic. C'est trop ça. Puis on dit pas ça pour se têter une paire de bottes non plus. C'est juste qu'on les aime. Quand on aime une compagnie, on aime le dire. Exact. D'ailleurs, une des compagnies qui nous a absolument charmés, je pense qu'on va bosser le temps cette semaine parce que j'aime trop le sujet. On va bosser 15 minutes. Fait que... De toute façon, ça a pris 10 minutes avant que le truc débug. Ouais. Fait que si on revient à comment engineer ou concevoir un espace qui fait jouer naturellement, moi, une des grandes réalisations, c'est quand je parlais avec mon frère qui est prof d'éduc, qui m'avait dit « Marc-Claude, les gens aujourd'hui bougent moins, mais c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Souvent, on met le dos du manque d'activité physique sur la motivation, les gens sont démotivés. Il dit « Les enfants, ils veulent juste bouger. Les jeunes, ils veulent juste bouger. Ouais. Si tu leur donnes un contexte propice, ils vont... Il avait dit l'expression « If you build it, they will come ». Si tu leur offres l'opportunité, ils vont bouger naturellement. Puis il m'avait parlé de ce livre-là. On en a déjà parlé à quelques reprises, mais j'aime toujours vraiment bien en parler. Playborhood. Je ne sais pas si tu veux faire la présentation. En fait, c'est un père de famille qui a commencé à s'amuser un peu avec son terrain. Dans le fond, Playborhood, c'est comment aménager son espace de vie. Fait que son terrain en banlieue, si on veut. Même en ville, c'est possible de le faire. Puis sa maison pour devenir une espèce de hub de jeu dans le quartier. T'sais. Fait que, on a souvent mentionné le livre à travers d'autres lives, à travers la biblio. Mais dans le fond, même la couverture, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que lui, une des initiatives qu'il a fait, c'est qu'il a pris son espace de stationnement, puis il a peinturé une map du quartier. Puis ça permettait aux enfants de construire des maisons Lego. C'est leur maison. Les enfants du quartier pouvaient construire leur maison, la mettre où ce qui était pour de vrai. Puis ça leur donnait une idée aussi dans l'espace de où les choses étaient. T'sais. Fait que ça donnait une façon de se repérer aussi dans le quartier de « Ah, OK, si je tourne par là puis je reviens par là, ben là, je tombe sur ma rue, dans le fond. » Fait que ça permet aux enfants de justement améliorer leur capacité à avoir l'espace. Ouais. Leur espace de vie plus élargi. Pas juste leur maison, mais tout leur quartier au complet. Puis ça, c'est une des initiatives, mais tu sais, je pense qu'il en mentionne une quinzaine dans son livre de plein de contextes différents. De réaménager le devant de sa maison parce que, puis, tu sais, il y a carrément des villes en ce moment où tu n'as pas le droit de faire un jardin en façade, genre, tu sais. Puis c'est en train de changer justement parce qu'on se rend compte qu'avoir une pelouse bien taillée, je pense pas que c'est l'avenir de l'écologie, puis que de créer des jardins en façade, ça peut être vraiment intéressant. Il disait justement des trucs de base de choisir sa maison, pas juste pour l'esthétique de la maison, mais pour la vie de quartier. La circulation dans la rue, il y a plein de variables, puis il les nomme toutes au début de son livre. Puis je trouve ça intéressant, l'idée de la carte, parce que ça ramène, tu sais, quand jouer dehors,
une des craintes aujourd'hui, puis ça, c'est adressé dans les recherches scientifiques, la perception des adultes du risque pour un enfant de se faire kidnapper, c'est vraiment... Les adultes voient ça pire que ce qui est réellement possible. Fait que c'est un risque, mais pas aussi grand que ce qu'on imagine. Puis de limiter le jeu extérieur chez les enfants avec cette part-là, c'est pire parce que les brimes d'opportunité. Je pense... Earth Day a changé son site web. Le jour de la Terre a changé son site web. Il me semble que c'est sur leur site que j'avais vu, leur ancien site que j'avais vu. Ils montraient que géographiquement, comment les enfants de génération en génération, le cercle dans lequel il y avait le droit de bouger a diminué. C'est aussi lié à l'urbanisation, là. Mais il expliquait, mettons, que la génération de nos grands-parents, de nos parents, c'était 10 km de rayon. Mais ce qui était saisissant, c'est qu'aujourd'hui, c'était rendu, il me semble là, que c'était genre 250 mètres. Puis, on a vu en tournée avec Participation des enfants avec des harnais. Moi, j'appelle ça c'est des laisses, pour enfants. Puis je me dis, OK, on est rendu là que c'est socialement accepté. Encore une fois, justement, parce qu'on a la perception que c'est justifié à cause des trucs publics puis un certain danger. Fait que cet enfant-là, c'est même plus de 250 mètres, là, c'est comme 5 mètres peut-être. Puis Fait que un des réflexes, c'est de dire, OK, est-ce que pour limiter le risque face aux étrangers, il y a un réflexe, c'est de contrôler l'environnement pour enlever cette possibilité-là. L'autre, c'est d'investir dans les capacités de l'enfant, puis dans sa résilience, puis c'est aussi simple que des fois, c'est ça, prendre son entrée c'est ça, il y avait un beau pavé inné, l'auteur, je pense, devant sa maison, il l'a démoli, là. Ce que des gens payent pour faire, lui, il l'a enlevé pour... Mettre de l'asphalte. Pour pouvoir la peindre. Mais là, tu investis dans la capacité de l'enfant à connaître son quartier, à se repérer dans l'espace. Le fait que tu crées une zone où les enfants rencontrent les amis alentours puis les familles, ça crée un tissu social qui augmente le sentiment de sécurité dans le quartier. Il y a comme plein de petites façons comme ça de se dire, OK, si un environnement est risqué, est-ce que je mets plus de watts ou est-ce que j'investis dans mon apprentissage? Je pense que ça, c'est un réflexe qui peut être fait à plein de niveaux. Puis les parcs, c'est ça qui est arrivé. Mon frère disait, dans les cours d'école, il y avait, je pense, des roches qui disaient que les enfants adoraient grimper dessus. Ils les ont enlevés parce qu'il y avait peur que quelqu'un tombe à l'école. Il disait, un de ses parcs, lui, ce qu'il adorait, il y avait des anneaux olympiques, mais avec des chaînes en métal, tu sais, pour pouvoir rester là. Ils les ont enlevés. Fait qu'il disait que c'était une situation vraiment complexe où des fois, les écoles ou les municipalités ont peur d'un accident puis de se faire poursuivre, puis les assurances vont pas. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il comprend pourquoi ça en est là, mais il faut vraiment trouver une façon d'enverser la vapeur. Puis la bonne nouvelle, c'est que je pense 100 degrés promouvoit énormément le jeu libre au Québec. Puis il y a des programmes qui sont justement faits pour rendre les cours d'école le fun, avec de la nature, plein de belles façons. Mais parce que là, c'est que les adultes commencent à comprendre que c'est peut-être des fois plus risqué de ne pas avoir de risque. Exactement. Pour un enfant. Parce que ça vient... Parce qu'il n'apprend pas à gérer les risques. Puis il y a des fois, tu sais, quand on dit ça va des fois, il faut que ça aille jusqu'à un extrême pour qu'on revienne. Tu sais, des exemples ridicules, il me semble que c'est en Ontario, là, il y a une école qui avait interdit de faire la roue. Oui, pas faire la roue dans le cours d'école. Pas faire la roue dans le cours d'école parce que c'est risqué, je me... Puis là, t'es comme, OK, on est rendu là. On est rendu là. Ah, il va y avoir un retour de balancier. Puis ce qui est intéressant, c'est moi, ce qui me fascine, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Fait que ça, c'est un livre qu'on adore. Puis le dernier livre qui, en fait, c'est... Ça, on a des images du livre. Donc, encore une fois, on n'a pas de commandite de Patagonia. On les aime juste vraiment beaucoup. Fait que c'est certaines des images. Je ne savais pas avant de découvrir ce livre-là, mais Patagonia a créé un centre de la petite enfance dans presque balbutiement de la compagnie. Ça a commencé de manière super graduelle. Là. Je pense qu'ils ont juste mis un trailer. Puis les mamans qui avaient, mettons, des enfants pouvaient les allaiter ou avoir du calme, ou les parents pouvaient aller là. Puis ils ont juste jamais continué, jamais arrêté d'innover. Puis ils ont créé cet ouvrage-là, c'est comme 33 ans, je pense, d'apprentissage. Puis c'est juste des photos. c'est très visuel. C'est très visuel. C'est des photos magnifiques sur l'histoire de... Ils font le business case de pourquoi une compagnie devrait investir dans un centre de la petite enfance. Mais aussi toute leur philosophie d'éducation pédagogique qui est basée beaucoup sur le jeu libre puis passer autant de temps dehors que possible. Fait que les enfants font des siestes dehors,
Les enfants choisissent le linge qu'ils veulent porter. Tu sais, quand on parle de donner le choix à l'enfant, il peut choisir comment il s'habille, il peut être nu-pied s'il veut. Ouais. Un de leurs slogans, c'est « Dress for Mess ». Fait une autre façon, c'est comme il faut adresser le risque pour favoriser le joli, mais il faut aussi changer notre perception de la propreté puis de la saleté. Fait de se rappeler que c'est fun de jouer dans la boîte, d'être tout sale, tout crotté. Fait eux, c'est dress for mess. Si t'es sale, ben, tu te changes. C'est tout, c'est pas grave. Puis s'il pleut, tu t'habilles pour te couvrir de la pluie, mais il n'y a pas de mauvais temps. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime de l'éducation en nature, c'est qu'il n'y a plus cette perception-là que la température peut être mauvaise. Ça, Priscilla, elle m'inspirait beaucoup. Elle disait toujours, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du mauvais équipement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis c'est son petit gars, elle lui disait, au début, elle lui disait à son petit gars, on n'est pas fait en chocolat. Puis maintenant, c'est lui qui lui disait ça. Des fois, elle ne voulait pas sortir, elle était comme, maman, on n'est pas fait en chocolat. C'est trop mignon. Fait que des images et des images, justement, magnifiques. Des enfants qui font, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des enfants qui font la sieste. Les parents ont le droit d'aller voir leurs enfants. Les mamans qui allaitent peuvent se faire amener leur enfant dans une réunion par l'éducatrice pour qu'elle puisse allaiter. Les enfants peuvent aller visiter le parent sur le lieu de travail. En tout cas, moi, ce livre-là a changé ma vie. Genre, j'en pleurais tellement je suis Puis, je pense que eux, c'est comme, c'est pas un contexte trop corpo, là, dans le sens qu'ils ont carrément recréé des espaces. Il y a des arbres, il y a des jardins. Il y a plein de principes, je pense, qui peuvent être transposés à la maison. Ce qui nous intéresse, c'est aussi la vie à la maison. Mais dans les choses qui m'ont touchée, c'est qu'il expliquait il faut toutes sortes de zones. Il faut des zones où les enfants peuvent jouer ensemble, mais il faut aussi des zones de cachette où l'enfant qui veut être tout seul peut aller tout seul. Puis de ne pas attribuer, de ne pas juger une activité. Si un enfant, mettons, les enfants empilent des choses, puis il y a un enfant qui est toujours là à le détruire, au lieu de le chicaner, c'est de lui offrir un contexte où il peut démonter puis détruire des choses. Genre, peut-être que c'est un enfant que si tu lui donnais un moteur de char, il le démontrait, puis ça serait une façon d'apprendre, quoique eux sont peut-être un peu jeunes, mais comme, ça peut être une façon d'apprendre en démontant les choses, puis de ne pas dire « Non, détruire, c'est mal, puis t'es un mauvais... » Comme, c'est triste. Mais c'est drôle parce que IDEO, qui est la plus grande firme de design aux États-Unis, on fait du design de produits. Un des fondateurs, il expliquait que quand il était jeune, lui, justement, il sent qu'il a pu développer pleinement sa créativité parce que ses parents le laissaient faire des trucs créatifs. Lui et son frère ont démonté le piano de la maison. C'est fou. Puis les parents les ont laissés faire, puis finalement, ils disaient, on ne l'a jamais vraiment remonté, mais ils ont transformé les pièces en œuvres d'art. Puis je pense qu'une des agencements, ils l'ont encore. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça magnifique, en tout cas. Fait que je pense que c'est, comment dire, on n'est pas des éducateurs en l'enfance. Je pense que ce livre-là peut aider des éducateurs, peut aider des parents, mais peut aider n'importe qui repense son environnement. Puis, mais, qu'est-ce qu'il y a là? J'essaie de voir des photos qui pourraient être nice à vous partager, mais je vous invite à... C'est un livre qui est, je pense qu'il est assez cher sur Amazon, mais Patagonia le vend sur son site web. Moi, je l'ai acheté en 2-3 copies de plus, puis j'en ai donné parce que je l'aimais tellement, ce livre. C'est vraiment précieux à mes yeux. Mais voilà. Mais si le sujet vous intéresse, faire un mini recap, peut-être des sources, là, on aime toujours comme dire, si ça vous intéresse, il y a encore tout ça à découvrir. Là. Ben, tu sais, déjà, l'article qu'on vous a montré sur le site. C'est vrai, on a fait un article qui présente un peu les gens qui nous ont inspirés. On pourra le partager, mais participation, le jour de la Terre, on fait des belles choses. Ah oui, éducation autrement. On ne l'a pas mentionné, mais Elisabeth Dufresne, dans le fond, justement, quand on a commencé à réfléchir au modèle d'éducation alternatif, on a rencontré Elisabeth Dufresne, qui a fait un podcast avec nous aussi. On la suit, dans le fond, elle parle d'éducation alternative. Elle a un podcast d'elle-même qui est vraiment intéressant. Le lion à la souris. Et un nouveau podcast qui s'en vient, qui est avec Dor Shira. Donc, c'est un Israélien qui vit en Australie en ce moment. Qui est en fait notre premier podcast
à l'international. À l'international, ce qui est bien excitant. Il a démarré avec son partenaire Moving Creatures, qui est des jeux parents-enfants pour favoriser le mouvement, mais toujours par le jeu, puis avec des trucs vraiment simples à la maison. Fait que justement, un des jeux, c'est des casseroles, où l'enfant, c'est aussi simple que ça, là, doit se mettre debout sur une casserole, en mettre une autre devant lui, avancer sur la casserole, prendre l'autre derrière, puis l'emmener. Un autre jeu, c'est le porc-épic. Genre, l'enfant doit pincer des épingles à linge sur le dos, mettons, de son père. Ouais. Puis après, il doit les enlever ou quelque chose. Tu sais, ça pratique la motricité fine. Fait que c'est pas du jeu libre, mais c'est de l'apprentissage par le jeu dans une philosophie où Dawn va nous expliquer ça dans l'entrevue avec lui qu'on a eue, c'est qu'il voit justement l'enfant comme un être égal à l'adulte. Puis les jeux sont conçus pour une interaction entre les personnes et non pas cette vision-là de l'adulte autoritaire qui dit quoi faire. Puis ça, je trouve ça vraiment précieux. Puis Dor, dans le fond, il a enseigné à des réfugiés puis dans des coins ruraux super pauvres. Ouais. Puis lui, il s'est rendu compte que la clé pour un bel apprentissage, c'est la connexion humaine. Puis c'est de nourrir cette curiosité-là naturelle de l'enfant. Puis ça m'a vraiment touchée. Fait qu'on on le finalise, puis après on le partage. Oui, mais... ça va être une discussion qui est en anglais. Oui. Mais qui va être sur notre page de radio habituelle. Oui. Donc, tout va être là. Puis il va y avoir une belle fiche aussi associée à ça. Donc, il va y avoir des références aussi. Ouais. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'en parlais encore. C'est ça, il y a des semaines où je pourrais juste pas arrêter de parler. Mais bon. Mais bon. Ouais. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, mais bonne semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Autant pour vos enfants que pour vous-même. qu'en tant qu'adulte, parce que nous, on n'a pas d'enfants, puis c'est quelque chose qui nous donne plein d'idées de toute façon. Ouais. Puis, on se voit la semaine prochaine? Ouais. Yes. Puis, est-ce qu'on a un thème déjà? Oui, mais j'ai oublié. Je pense que je vais arrêter de demander en minute tout le temps. Mais on bon. est trop excités. Bon, ben, bonne fin de journée, puis on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye bye.